Même les affaires protocolaires en ce qui concerne le statut d'une personne. Moi, personnellement, je n'ai que faire de ces situations parce que pour moi, une personne équivaut à une autre. Quel que soit le statut qu'on a dans la société, même le dernier des pauvres devra être protégé au même titre que celui qui a été président de la République ou je ne sais quoi d'autre. On a affaire à une personne pour laquelle on indique qu'elle a pu vouloir exercer un coup d'État, ce qui est à prendre par des pincettes. On la poursuit. On vous présente un mandat d'arrêt international. Vous êtes obligé de vérifier la régularité formelle, voir si la procédure est respectée. On ne vous demande pas de juger, mais sachant que la personne a qui plus est un statut de protection, parce qu'elle est réfugiée au Togo. Le vrai statut, c'est ça. Alors, si on met d'un côté cela, si vraiment cela est avéré, la question pourrait se poser. À supposer qu'on envoie des preuves formelles comme quoi elle a voulu effectuer un coup d'État dans un pays tiers, la question pourrait se poser de l'extrader ou pas. Mais seulement ce que moi j'aimerais dire, c'est que on fait abstraction du statut qu'elle a, quel que soit l'endroit dans lequel elle se trouve. On regarde vraiment qu'est-ce qu'on a mis dans le mandat d'arrêt international. On dit tentative de coup d'État. Alors qu'on sait très clairement que pour le Burkina Faso, quand c'est le cas, ce qui est prévu comme peine, c'est la peine capitale. Alors, pourquoi l'extrader? Pourquoi l'extrader? Bon Dieu de bon sang. Alors, si c'est le cas, venez alors nous dire qu'au Togo, la justice n'existe plus. Et que la justice est incarnée par Faure Gnassingbé, point barre. Comme ça, nous saurons que les études qu'on effectue dans le but de devenir magistrat ne servent plus à rien. Si c'est pour être là et enregistrer la volonté d'une personne, qui plus est qui est inculte, cynique et sadique, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas du droit, ça. J'ai honte de mon pays aujourd'hui. Donc, table ronde, s'il te plaît, pour moi, c'est vrai, Damiba était peut-être président de la République, mais c'est avant tout un putschiste. Je ne vais pas m'avancer dans ce détail-là. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre l'homme au centre des intérêts. Si aujourd'hui, je ne sais pas, que ce soit moi-même, Piabalou Kamine, qui est mon frère, ou alors une tierce personne, je donnerai le même raisonnement. Il faudrait faire abstraction de leur statut. Ce sont des statuts de pacotille, je dirais d'ailleurs. Ne rentrons pas dans leurs détails. Intéressons-nous à l'homme d'Amiba. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a eu coup d'État? Damiba était dans le quartier de la Caisse. Il faut peut-être traverser au moins 3 ou 4 barrières de sécurité avant de l'atteindre. Est-ce que vous avez entendu quelque part qu'on l'a vu en train de circuler quelque part à Lomé? Le pays de Pegasus. Vous pensez que si on est dans un pays de Pegasus, c'est plutôt les Burkinabés qui sortiront pour venir dire aux Togolais qu'ils ont pu mettre sur écoute les Togolais et qu'ils ont compris que quelqu'un, un de leurs, qui est au Togo, qui est protégé, voudrait effectuer un coup d'État chez eux? Il y a un problème. Le Togo, le pays le plus contrôlé, où les citoyens sont sur écoute, vous pensez qu'il appartient aux Burkinabés de venir dire aux Togolais, en plus, quelqu'un qui est dans le quartier très proche de Faure Gnassingbé, vous pensez que dans ce secteur-là, tout le monde n'est pas sur écoute? En plus, quand on s'appelle Damiba, alors dans ce cas, si vraiment les Togolais, parce que cela voudra dire que le Burkina vous espionne. Sinon, comment vous pouvez être là, sous vos yeux, votre barbe, que la personne veut effectuer un coup d'État au Burkina, que vous n'avez rien vu, alors que vous êtes capable de mettre Ferdinand Ité sous la coupole de Pegasus, et que c'est au Burkina qu'on quitte à 600 et quelques kilomètres pour venir vous dire que à côté, à quelques centaines de mètres de votre président, quelqu'un était sur écoute. Vous ne voyez pas là qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème là? Il faut vraiment en finir avec cette dictature. Vraiment, si vous avez les moyens qui soient cachés ou saillants, mettez-les en œuvre. Il faut vraiment arriver à bout et en terminer avec ces atermoiements. Assez, c'est assez. Alors, merci, Maître Agba. J'avais posé déjà une question à protocole, mais je vais vous la poser encore. Quelles sont les conséquences directes de cette extradition, légalement parlant, vis-à-vis de l'État togolais?
Parce qu'on sait que Fort Gnassingbé prend des décisions pour nous. Mais quand les sanctions vont tomber, c'est sur nous, ça retombe. Du coup, quelles peuvent être les conséquences directes? Le problème, c'est qu'il y a des conséquences directes dans la mesure où il y a des accords auxquels le Togo a pu faire partie, qui ont été signés, ratifiés. C'est ce que notre frère vient de dire tout à l'heure. À partir de là, normalement, il peut y avoir des sanctions. Mais le problème, c'est que quand les sanctions sont d'ordre politique et diplomatique, ça sert à rien, ça n'a pas vraiment d'incidence. La preuve en est qu'on a vu le Togo qui a été condamné à plusieurs reprises par la Cour de justice de la CEDEAO pour non-respect de certains textes ou alors la violation flagrante et renouvelée des droits de l'homme. Mais quand bien même il y a des amendes pécuniaires, le Togo n'en a que faire. Comme on l'a dit et qui est en train d'être répété aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à un État voyou par des dirigeants qui sont comme tels. Du coup, ça ne peut pas changer en la matière. Par contre, si le Togo commence à être isolé diplomatiquement, ça peut avoir des effets. Et ça, je pense que ça ne va pas tarder à être fait. Parce qu'aujourd'hui, cela voudra dire que le Togo a foulé aux pieds les accords qui sont au sein de la CEDEAO et aussi des accords internationaux. Et qui plus est, il y a aussi des petits accords bilatéraux parce que dire que le Burkina doit récupérer Damiba, cela voudra dire que l'on est en train de valider la thèse selon laquelle la Côte d'Ivoire serait en train de vouloir en finir avec le président burkinabé. Il y a cet élément-là. Sachant qu'on a eu un antécédent depuis quelques semaines, donc depuis le 6 décembre passé, hein, on va dire pour être le 7 décembre, pour être plus précis, avec l'affaire du Bénin. Parce qu'on a vu un transfuge Tigri, ou comment l'appelle-t-on, qui serait passé en transit au Togo et qui serait peut-être quelque part vers le Niger. La trajectoire, pour certains, est bien claire. Donc aujourd'hui, l'on est en train d'être isolé. Donc il y a l'isolement au niveau diplomatique, en fait, qui peut faire qu'il peut y avoir des effets. C'est ça, en fait, a priori, les éléments sur lesquels on est certain que l'on peut avoir une avancée. En tout cas, pour nous, ce n'est pas si négatif que cela. Bon, avec le seul bémol en ce qui concerne le fait que c'est l'homme qui est au centre de tous ces débats-là. Je parle de d'Amiba et peut-être aussi des compères avec qui il est. Parce que, à mon sens, s'ils ont tardé à rendre l'information officielle, la vraie, et qui se sont mis à mentir, d'abord à faire mentir à leurs influenceurs, comme quoi il n'y a eu rien, et qui sont allés même jusqu'à faire un faux communiqué du gouvernement togolais disant qu'il n'y a eu rien qui s'est passé, alors il faut s'interroger. C'est qu'ils sont en train d'arrêter sans doute des compères ou alors des compagnons de lutte de Damiba, le temps de les neutraliser d'abord avant de sortir l'information officielle. Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Est-ce qu'ils ont fini de les arrêter? Ça, j'ai un doute là-dessus. Donc, si des personnes ont des acquaintances quelconques avec Damiba, ou que des personnes soient activistes et qu'elles sont au Burkina, au Niger et peut-être au Mali, je pense que s'il y a une exhortation à leur faire, c'est de se mettre à l'abri. Merci beaucoup, maître. Dites-moi, une dernière question pour que je vous laisse tranquille. Quel est le rôle du Sénat dans notre pays? Il ne sert à rien. Déjà, quand on a des personnes qui ne sont pas dignes d'être respectées parce qu'elles ont été désignées, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Très sincèrement. Est-ce que de vous à moi, vous attendiez de ces personnes qu'elles fassent quelque chose? Moi, non. Pour moi, c'est plutôt c'est une maison de retraite qui a été créée pour certains. Et pour d'autres, en fait, un coin de récompense. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Le Sénat, pourquoi faire? Déjà, quand on est dans un état normal et qu'on a le Sénat, cela voudra dire qu'on a validé ce qu'on appelle le bicaméralisme. Cela voudra dire qu'on a un Sénat qui a plutôt un rôle technique, comme le cas de la France, et des députés, donc la Chambre des élus, qui représentent plutôt des circonscriptions, quand bien même il n'y a pas de mandat impératif et qu'elles sont censées être des représentantes de la nation. On a un Sénat technique à côté dans lequel on a des personnes qui viennent vraiment apporter un certain, je veux dire, une certaine valeur au niveau de l'élaboration des textes. Sauf qu'au Togo, on se retrouve là, on a nommé une bonne partie par le fait du président de la République, et pour d'autres, en fait, on a fait semblant d'élection. Donc, pour moi,
Tout ce ramassis de personnes ne servent à rien, sinon que pour dépenser nos budgets, s'asseoir là, discuter, et en attendant qu'on leur donne d'autres postes. C'est tout. Pour moi, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien. Sinon, normalement, si déjà des représentants d'une nation, je parle de l'Assemblée nationale, cette fois-ci, se respectent, normalement, on doit convoquer des ministres, leur poser des questions afin d'éclairer la nation sur l'état de la gestion des affaires et aussi de savoir un tant soit peu sur ce que c'est que la gestion du pouvoir au niveau exécutif. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre en train d'être cuisiné par nos députés? Ça n'arrive pratiquement jamais. C'est une chambre d'enregistrement, comme on le dit en matière juridique. C'est tout. Merci beaucoup, grand maître. Vraiment, merci beaucoup pour la considération. Ça a été très, voilà. Merci. J'ai pas des mots. Je tremble un peu. En tout cas, merci beaucoup. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, à maître? Non, c'est juste pour, je vous remercie vraiment, mon grand frère, et merci pour votre participation. Je sais que tu es toujours là dès qu'on a besoin de toi pour nous éclairer, pour nous aider, et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Et comme je le disais à certaines personnes, je vous dis que on a tellement de grands frères il suffit juste qu'on prenne un téléphone, ils seront tous ici. Donc, vous voyez qu'on a eu des grands frères, et Maître Agba Kwasi, il connaît beaucoup de sujets c'est un avocat, comme il a dit, sur la politique et beaucoup de trucs. Il peut toujours venir nous renseigner si on le veut. Et si, par exemple, il y a quelqu'un, il va partir bientôt parce qu'il est très occupé. Il est très occupé. Si quelqu'un a une question très rapide qu'il veut poser à Maître Agba, vous pouvez faire votre demande, vous envoyez, que la question soit vraiment précise et rapide pour qu'il vous donne la réponse et il parle. J'ai une question, pardon. Moi-même là, j'ai une question. Chef Canton, j'espère que ce n'est pas une sanction plutôt. Maître, là, tu as beaucoup. J'espère que ce n'est pas une sanction plutôt parce que lui... Table ronde. S'il vous plaît. Attendez, moi je vais gérer ça. Bon, qui veut poser la question à Maître d'abord? Moi, non. Bon, attendez. On commence par le rôle. On n'est pas dans ton canton ici. Ici, c'est la justice. Ici, on est dans la cour ici. One love, tu commences. Les hommes du Togo, là. On va les préparer à merci beaucoup. Merci, ça m'a tellement fait plaisir. Votre intervention, que Dieu vous protège. Je voulais juste poser une question. C'était pas par rapport à l'extradition d'Amiba, mais moi... Attends, One Love. Grand frère Marcel est aussi bien écho les bords. Ah, je suis sur haut-parleur. Il faut fermer le micro, là. Attends, je vais sortir. Je suis sur un haut-parleur, là. D'accord. Je vais peut-être fermer le micro, alors ça va. Vas-y, One Love. Sorry. Merci beaucoup. Donc, c'était par rapport, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire du monsieur qui est en train de sexuellement abuser nos femmes du marché et en voulant leur donner de la place ici, en essayant d'avoir des relations sexuelles avec elles, et si elles refusent, et carrément, il continue pas à les poursuivre partout où elles vont. C'est quoi les sanctions possibles qui peut lui arriver? Merci. Alors, ce qu'il faudra dire à propos, parce que ça, je suis au courant, parce que dimanche, j'ai suivi le live de notre grand frère Ferdinand Ité jusqu'au bout, et sans rater le moindre épisode des parties qu'il a développées. Et j'ai entendu parler de ce tristement célèbre, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est déjà, en tout cas, coordinateur ou je ne sais quoi dans un marché au Togo avec un titre pompeux. Régisseur, ils ont dit. Régisseur, voilà. Vous savez, en matière juridique et sinon en matière pénale, il y a 3 classifications des infractions. Nous avons au plus bas de l'échelle les contraventions, donc par exemple le fait de griller un feu rouge, de ne pas porter une ceinture de sécurité, des choses comme ça. Après, nous avons le stade des délits, c'est le stade intermédiaire. Le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le délit d'initié, tout cela. Et au-dessus, nous avons les infractions de nature criminelle, l'assassinat, le meurtre et le viol.
Le viol, en fait, excusez-moi, VIOL, c'est ça, c'est ce qu'on dit, non? Voilà. Quand on est sur, excusez-moi, VIOL, voilà. autant pour moi. Le VIOL, qui est considéré comme l'une des infractions criminelles pour lesquelles on encourt déjà le passage devant la cour d'assises et on peut être condamné soit à 10 ans, 20 ans, voire plus, selon les cas. Cela voudra dire que ce que ce monsieur est en train d'effectuer, d'abord c'est du harcèlement, pour tout commencer, parce que, alors, là, pour ce qui concerne cette femme-là, c'est du harcèlement sexuel. Et pour ce qui concerne, apparemment, il y a une autre, peut-être qui aurait ces 12 avances, il se pourrait qu'il y ait eu VIOL à cet endroit précis. Ceci dit, pour en venir au Togo précisément, et c'est là où c'est grave, c'est que ce n'est pas une première. Nous avons déjà entendu même par l'intermédiaire du grand frère Ferdinand Haïté qu'il y a des abus sexuels, qu'il y a des infractions de ce genre qui se produisent même y compris dans des bureaux, même avec des femmes mariées. Ce n'est pas une première. Mais le problème c'est que la morale, les valeurs morales au Togo étaient éculées, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Vous savez, je vais vous annoncer une anecdote. Il y a plus d'une quinzaine d'années de cela d'ailleurs, je dirais. Il y a une personne, je dirais une célèbre personne, ou alors tristement célèbre comme je le dis, un notable Togolais, qui avait été accusé par une dame de lui avoir inoculé le VIH. Parce que c'est quelqu'un qui les drague, il y a des rapports sexuels non protégés, qu'elle était tombée enceinte. Des journalistes étaient allés voir le monsieur, et le monsieur s'est égosillé en expliquant tout simplement que non, ça ne s'est pas passé vraiment comme ça, dans la mesure où lui a pris en charge les soins de la dame en question en lui donnant une somme de 700 000 francs. Donc c'est vous dire que au Togo, nous sommes dans un état au sein duquel, dès lors qu'on est bien placé au plan politique, on jouit de l'impunité. C'est tout. Sinon, ce qui est en train de se passer avec cette dame dans ce marché, c'est du harcèlement sexuel. C'est un délit. Maintenant, si on en vient à la forcer à faire certains actes, ça pourrait être qualifié de viol. En tout état de cause, dans un pays normal qui se respecte normalement, cette personne n'a pas sa place là. Et si les règles étaient bien appliquées, normalement, on devait déjà ouvrir une procédure disciplinaire contre cette personne pouvant aller jusqu'au licenciement. Sauf qu'au Togo, vous allez apprendre que le live a été effectué depuis dimanche. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est tout. Il n'y aura rien. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Merci beaucoup, maître, pour la réponse. Merci beaucoup, maître. Merci. Alors, j'espère que tu as eu ta réponse, Agba Sivi du canton de Pézindé. La prochaine personne, peut-être... Marcel, je crois, grand frère Oui, Marcel. le grand frère Marcel. Là, ce sera le choc des titans, hein? Allez-y, ne vous inquiétez pas, je suis à votre disposition. Voilà. Marcel, s'il vous plaît, vous avez la parole. Je pensais aller dormir comme un petit vieux, mais bon. Oh, désolé, grand frère. Non, mais Désolé. c'est pas grave. Non, c'est une rigolade. Merci beaucoup, grand frère. Merci pour la disponibilité. Et s'il vous plaît, monsieur François... Initiation désactivée. Oui, je voudrais compléter. Maître Agba, je te remercie pour vos explications. C'est avec plaisir, Marcel. Oui, bon, je pense que il y a une autre procédure aussi que, à ce que je sache. Souvent, qu'il faut déporter des gens comme ça, comme une autorité là, il faut le remettre normal à la CEDEAO. Normalement, il devait avoir le président en exercice de la CEDEAO qui doit l'accompagner, hein, dans le pays, avoir les garanties et pour le remettre à la justice. Ou bien le remettre aux Nations Unies, ce qui n'a pas été fait. À l'Organisation des Nations Unies, c'est eux qui vont assumer sa protection et voir le suivre matin, midi, soir. S'il n'est pas empoisonné, on peut le retrouver demain mort en prison. On va dire oui, il s'est suicidé. Il y a aussi cette possibilité. On ne peut pas l'exécuter, mais on va le retrouver mort dans sa cellule. Tout est possible. Parce que ce n'est pas Ibrahim Traoré qui sera à la garde. C'est un autre. Tu vas utiliser un soldat de garde et infiltrer quelque chose dans sa cellule pour l'exécuter. Donc, vous voyez. Pardon? On a déjà eu des cas similaires. Ah oui, il y en a plein. Donc, voilà ce que Faure Gnassingbé a semé. Et ça va pousser, comme le disent les Ivoiriens.
Et lui-même, il sait que il a les dos, il a les mains liées et les pieds liés. Nous, on va nous livrer Fogna Sigbe, nous-mêmes, on va prendre soin de lui quand même. Je pense que c'est ce que je veux dire. Merci. C'est avec plaisir. Alors, sur ce point, ce qu'il faudrait noter, comme je l'ai indiqué, normalement, si les États se respectent et qu'il y a vraiment une procédure dûment justifiée, il n'y a pas de difficulté. Moi, la première fois que j'ai effectué un acte de ce genre, c'était l'Espagne qui demandait. Une autre fois, j'en ai fait pour la Belgique. Le tout dernier que j'ai eu à faire, c'était avec l'Allemagne. Mais au moins, tout est bien justifié. Tout est bien justifié. On y va, on fait un contrôle formel. Il y a le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Il y a l'avocat général et il y a l'avocat du prévenu que je suis. On débat, on fait le tout, on vérifie la régularité formelle, on regarde si il y a l'équivalent du texte qui est évoqué en France. Est-ce qu'il y a une peine d'au moins 5 ans qui est encourue parce qu'en dessous, il n'extradie pas. Ça, c'est le cas français, hein, je ne parle pas du cas togolais. Maintenant, est-ce que pour ce qu'on demande à aller purger comme peine ou alors le jugement ou l'infraction pour laquelle la poursuite est effectuée, est-ce qu'il y a la peine capitale qui est encourue dans le pays en question? Si c'est le cas, la France n'extradie jamais. Vous savez que la France pratiquait la peine capitale jusqu'en 81, quand Mitterrand était arrivé au pouvoir. C'était une promesse politique. Et c'est Robert Badinter qui a fait passer le texte. Donc, depuis ce temps, on n'extradie pas vers un autre État, même si c'est dans une convention bilatérale, dès lors que pour l'infraction, il y a la peine capitale. Ceci dit, comme je l'ai indiqué, dès lors que normalement, il est vraiment établi qu'il y a une infraction, normalement, il n'y a pas de difficulté. Après, on va jumeler avec le statut de la personne, voir sous quel statut elle est dans le pays en question. Est-ce qu'on peut la renvoyer dans le pays d'origine au cas où elle est sous la protection, par exemple, du HCR ou alors qu'elle a tout simplement le statut de réfugié? Est-ce que ce n'est pas plutôt à des fins politiques ou si on l'amène là-bas, est-ce que son statut de réfugié ici ne sera pas mis en cause de telle manière que l'on peut utiliser à d'autres fins? Auquel cas, on va aussi vérifier d'ailleurs à cette occasion ce qu'on appelle le principe de spécialité. De telle sorte que si on accepte vraiment de livrer cette personne à l'État qui demande, il faudrait qu'on la juge là-bas, tout simplement et seulement pour l'infraction qui a été visée, à l'exclusion de toute autre infraction. Il y a beaucoup de choses à vérifier. En tout état de cause, si vraiment l'infraction est avérée et que tous ces risques-là qu'on regarde, et c'est à l'avocat de regarder tous ces aspects, ne sont pas vraiment d'actualité, on peut extrader. Sauf que dans le cas du Togo avec Damiba, c'est manifestement clair que l'extradition est de nature politique et cela n'a rien de judiciaire. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Merci beaucoup, maître. Merci. Tabron, c'est le tour de chef canton, non? Avant qu'on donne la parole à notre grand frère Mariston. Ouais, chef canton, vous avez quelque chose? Oui, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Ah, grand frère Agba, maître Agba, le grand maître de tout. Chef canton, quand tu commences comme ça, tu risques de me sanctionner. Moi, je ne suis pas prêt pour prendre une sanction ce soir. Ah, okay. En fait, quand on nous amène un problème au canton de Penzendela, nous on pose d'abord la question sur la légitimité de la personne qui réclame l'extradition de Damiba. Est-ce que vous pensez que celui qui réclame l'extradition d'une personne de Damiba est légitime pour le faire? Merci beaucoup. Alors, sur ce point, ma réponse elle va être claire et nette. Tout à l'heure, si tu te rappelles, quand Table Ronde avait parlé de Damiba en parlant d'ancien président de la République, je lui ai dit que pour moi, c'est un putschiste. C'est une manière déjà de faire savoir que celui aussi qui réclame la tête de Damiba est un putschiste. De la même manière que celui auprès de qui on demande aussi l'extradition, lui aussi c'est un putschiste. Quelqu'un qui est là par coup d'état constitutionnel et institutionnel. Je parle de Faure Gnassingbé. Donc tous des putschistes. Donc
Je peux dire une association de malfaiteurs. Maintenant, moi, je mets plutôt l'homme au centre de mon intérêt parce que je pense que la dignité humaine commanderait à tout le moins que l'on respecte l'état de droit et aussi les procédures en matière de droit de la défense. Sauf qu'ici, tout cela a été foulé aux pieds. Ce n'est même pas le nom de Damiba qui m'intéresse, mais c'est le traitement qu'on fait de l'homme qui m'inquiète, moi, sincèrement. C'est tout. Merci beaucoup, maître. Merci. One Love, s'il te plaît, je vais te faire descendre un peu rapidement. Je donne 3 minutes à tout le monde parce que maître va aller se coucher. Et chef Canton, toi, tu es avec nous, on est à la maison. Et non, elle va revenir. One Love va revenir après. C'est juste, voilà. Et Romariso, vous avez une question pour maître Agba? Bonjour, grand frère Omarison. Bonjour, Séni. Bonjour, Tabaron. J'aimerais tout juste ajuster un facteur à ce que Maître Agba a dit. Quand on parlait de sanctions, même s'il n'y a pas de sanctions formelles applicables à M. Fonia Singbe, il y a une sanction qui pèse sur le Togo. Et malheureusement, c'est le peuple qui va le payer. En sciences politiques, on parle de naming and shaming. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un État est embourbé dans des pratiques de voyous, ça veut dire qu'il y a des documents qui sortent sur ce pays-là. Les entreprises internationales qui cherchent toujours à minimiser les coûts de production, donc ils cherchent à aller dans des pays où on paie 2 euros aux gens par heure ou bien 1 euro aux gens par heure. Maintenant, quand ils veulent arriver au Togo, parce que le Togo a un port, le Togo a l'aéroport, ils voient que, OK, quand vous produisez au Togo, vous pouvez éparpiller sur le marché africain de manière très aisée. Maintenant, quand ils font les recherches sur le Togo, c'est là où ils vont se rendre compte que le Togo est un État voyou. Sachant que le Togo étant un État voyou, aucune entreprise internationale sérieuse ne viendra jamais investir au Togo. Ça veut dire que quoi? Or, l'emploi, ce qu'on appelle l'emploi est souvent créé par les entreprises privées. C'est les entreprises privées qui emploient beaucoup plus de personnes dans tous les pays. Et quand ces entreprises évitent le Togo, ça veut dire que la misère va continuer par sévir dans ce pays-là. Et la misère, quand le peuple vit dans la misère, arrive à un moment, ce peuple ne connaît plus les lois et machin, il sort, il devient dangereux. Donc, il y a une sanction qui n'est pas applicable peut-être à M. Fonia Singbe, mais qui est applicable au pays, c'est-à-dire au Togo, et qui a l'incidence directe sur le peuple. En ce sens que les entreprises internationales ne viendraient plus au Togo parce que quand une entreprise internationale vient dans un pays, c'est pour investir et espérer les dividendes. Or, ils savent que le Togo étant un État voyou, donc c'est une poudrière. Tu ne peux pas venir investir $1 milliard au Togo dans un pays qui est une poudrière qui peut s'exploser à chaque instant. Donc là aussi, c'est une sanction, ça s'appelle naming and shaming, et ça agit sur le Togo. Malheureusement, c'est le peuple qui paie le prix. Voilà. Et donc, pour les Togolais, policiers, gendarmes et militaires et tous les civils, nous avons intérêt à dégager ce régime le plus vite que possible. Sinon, le mieux vivre, il n'y en aura jamais au Togo. Voilà ce que j'aimerais ajouter à ce que Maître Agba vient de dire. Merci. Merci beaucoup, grand frère. Je te remercie, Romarikson, pour l'apport que tu as effectué. J'ai pas voulu aller trop loin parce que je me disais que comme la plupart avaient des questions à poser, sinon les sanctions sont de tous ordres. La preuve en est que même si on laisse le côté des entreprises privées, par exemple, si on revient sur ce que j'avais dit à propos des sanctions d'ordre diplomatique et à caractère politique, vous savez, quand il y avait eu l'affaire du Fléau Jardin le 25 janvier 1993, il y avait des barges et tout qui voulaient aller au Togo, enfin qui étaient allés au Togo, et de là, il y a eu grabuge. Qu'est-ce qui s'est passé? On a coupé les relations avec le Togo. Et qui sont ceux-là qui en ont pâti? C'est la population. C'est la population. Et c'est quand Fonia Singbe est arrivé et que les Européens ont eu pitié de nous, parce que contrairement à ce qu'on laisse entendre, ce ne sont pas des négociations, c'est que entre-temps, il y en avait plein qui ont compris que finalement, quand il y a des sanctions et qu'elles ne sont pas directes, c'est-à-dire quand elles ne sont pas ciblées pour concerner les vrais voyous, c'est la population qui en pâtit. Et ça, nous risquons de le subir encore. Alors, quand les sanctions vont sortir, en fait, il n'y aura pas de direction. Hein. Ce n'est pas parce que moi, fils d'Agba, j'ai toujours été opposant que je serai ciblé.
Je serai au même titre que les caciques du RPT Unir. D'autant plus que leur jeunesse n'évolue pas. Leur jeunesse a été larguée complètement. Ce sont les mêmes qu'ils prennent et qui recommencent avec. Et qui ont de l'argent. Ce sont le reste là. Les restes là. Qui vont en pâtir. C'est ce qui va arriver. Alors, tout Togolais, quel qu'il soit, et de quelque bord politique qu'il soit, devra comprendre qu'il faut en finir avec ce régime des Gnassingbé. Il faut vraiment en finir. Si nous voulons en plus marcher dans la rue et être respectés en tant que Togolais, il n'y a qu'une seule solution. Et je crois que c'est ce que Nyakadé avait compris quand elle a fait son brûlot dans lequel elle a estimé de manière claire et sans embâche que la personne qui dirige le Togo n'est pas cette personne qui est la solution, c'est plutôt le problème togolais. Et moi, j'ajouterais même que c'est une gangrène togolaise. Natami tapotelo. S'il vous plaît, tapotez pour que... Tapotelo. Mi de Tapotez. kukulo. On est à près de 700 personnes. Il y a beaucoup qui sont passées. Et on n'a pas assez de partage. On n'a pas assez de tapotage. S'il vous plaît, tapotez au maximum. Devant procureur Emma. Mi tapoté, mi a partagé Il là. ne faut pas avoir peur de toutes ces personnes-là. Il faut vraiment... Nous sommes tous Togolais, hein. Nous avons le droit, nous avons tous une portion du Togo et au même titre. C'est une question d'égalité, c'est un principe d'égalité qui doit s'appliquer. Nous sommes tous Togolais au même titre. Faure Gnassingbé est Togolais au même titre que vous et moi. Personne ne dépasse l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, maître. Alors, on va donner peut-être la parole à notre invité. Il a demandé à monter ABC. C'est ABC quoi? ABC Afrique ou quelque chose comme ça. Vous pouvez rapidement poser une question à maître et puis on va le laisser se reposer pour qu'il puisse revenir la prochaine fois qu'on aura besoin de lui. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là quand il s'agit de la cause togolaise. Merci, grand frère. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde et merci de m'avoir donné cette opportunité. Moi, c'est ABC Africa Media. Je suis togolo-sénégalais. Je réside au Sénégal actuellement. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez eu à dire. C'est très pertinent et vous contribuez non seulement à l'éveil des consciences et aussi à l'édification aussi des esprits par rapport à ce qui se passe sur le plan juridique, que ce soit politique. Alors, moi, je ne sais pas si ce que je vais dire, des gens seront d'accord. Je pense aujourd'hui, si je vais poser une question bien sûr, hein, parce que ma question, puisque nous avons un aîné qui est juriste, si je ne me trompe pas, ma question ça sera sur le plan juridique fondamental. Alors, moi, ma question elle est la suivante. Sur quelle base juridique précise repose l'extradition de monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba? Accord bilatéral, droit communautaire ou principe de réciprocité judiciaire? Alors, ça, c'est le plus grand flou qui puisse exister. Il n'a pas pu vous échapper que, au départ, ils nous ont même laissé entendre que il n'y a pas eu de demande et qu'il n'y a pas eu des faits qui en ont été faits. Ce que ça n'a pas été suivi de faits. Alors que nous, selon nos sources qui étaient bien introduites, on savait que le vendredi, il avait été présenté à la cour d'appel et que le samedi, l'on avait envoyé un avion pour le chercher, l'amener au Burkina Faso. Alors, sur la base de quel texte? Est-ce que c'est un texte communautaire qui régit les institutions au niveau de la CEDEAO? Est-ce qu'il y a un accord bilatéral? C'est un flou total. C'est un flou total. D'ailleurs, même au niveau aussi, si on va plus précisément au niveau procédural, est-ce qu'il y a eu les droits de la défense qui ont été respectés avec l'assistance d'un avocat? Là, non plus, on n'en sait rien. Rien. C'est pourquoi on dit que là, ce n'est même pas une extradition, c'est une livraison. C'est une livraison. Je dirais, mais c'est un peu vulgaire de le dire ici. C'est que il a été livré. Aujourd'hui, il est peut-être, on va dire plutôt qu'il est séquestré. Parce que pour moi, ça ne répond à rien au niveau judiciaire ou juridique. Cela ne répond à rien. Alors, peut-être que dans les prochains jours, si vous me reposez la question, je saurai vous répondre. Quand on saura davantage sur quel document a été présenté, on sait tout simplement que
il était recherché pour une tentative de coup d'État. Et on a vu, ou on a entendu, pour tout dire en fait, des audios qui ont été publiés ici et là, de commerçants et autres qui disent avoir perçu des fonds. Alors, qu'est-ce que le parquet du Burkina Faso a pu présenter à ses homologues togolais en guise de preuve là-dessus et de documents au plan procédural, sur la base de quel texte ils ont demandé l'extradition? On n'en sait rien, c'est un flou total. Un flou total. Là, du coup, sur ce point, vraiment, j'aimerais bien vous faire avancer, mais nous tous, nous nous interrogeons. La preuve en est que le flou allait même plus loin, si bien que c'était devenu même un mensonge, puisque le gouvernement togolais a eu même l'outrecuidance de nous sortir un document soi-disant communiqué du gouvernement, c'était hier, disant que malgré tout ce qui circule dans les couloirs, comme quoi Damiba aurait été arrêté et présenté au bureau de la chambre de l'instruction et qu'ensuite il aurait été extradé, que tout est faux et qu'ils s'inscrivent en faux contre toutes ces allégations. Et aujourd'hui, on nous ressort un autre communiqué par la chaîne de télévision pour nous faire savoir que vendredi, il a été présenté, qu'il y a eu le contrôle, qu'ils se sont assurés que les droits de l'intéressé étaient bien respectés par le pays qui demandait et qu'à la suite de cela, ça a été validé et que samedi, ils l'ont envoyé vers le Burkina Faso. C'est tout ce qu'on sait. Mais des communiqués qui ne sont pas signés, maître. Je ne sais pas comment un gouvernement peut se permettre de sortir des communiqués non signés, non tamponnés, rien du tout. Est-ce que vous croyez en ce gouvernement, très sincèrement? C'est comme, j'étais monté sur un panel il y a une semaine de cela, et un monsieur que je respecte par ailleurs me disait que ils auraient prévu dans leur constitution qu'il peut y avoir recours aux élections. Moi, je lui ai dit, mais cette constitution, non seulement je la reconnais pas, mais je ne peux pas me prévaloir de ces dispositions. Et de la même manière que s'il faut étendre la discussion, pour moi, ces autorités ne sont même pas légitimes. Dans tout ce que ces autorités peuvent produire, pour moi, ce sont des torchons. Ce sont des torchons. C'est tout. Alors, merci, maître. Excusez-moi de reprendre la parole parce que, en tant que journaliste, j'aimerais bien comprendre. Donc, ma seconde préoccupation va s'articuler autour d'une lecture politico-juridique. Est-ce que le Togo, en extradant Damiba, n'a pas agi par contrainte absolue? Parce que si c'est un acte de souveraineté, c'est-à-dire, à mon humble avis, je pense que c'est un acte de souveraineté responsable et non une soumission. Est-ce que selon vous, c'est une soumission? Pour moi, c'est une question d'intérêt. Et quand on parle d'intérêt, ce ne sont pas des intérêts au niveau étatique. Ce sont des intérêts qui ne concernent que des personnes. On l'a fait parce qu'il faut satisfaire aux intérêts ou aux velléités d'une personne, en l'occurrence Faure Gnassingbé, et aussi de IB. C'est moi qui le dis. Parce que j'avais développé cette analyse en disant que Faure Gnassingbé, sans doute, voudrait bien se débarrasser d'un colis encombrant. Les raisons, lui seul les connaît. IB doit être hanté dans son sommeil par le fait que Damiba serait en liberté, loin de lui, sans qu'il n'ait aucune mainmise sur cette personne. Alors, à un moment donné, je pense que c'est tout simple. Si Faure Gnassingbé considère par exemple que Damiba, qui est à côté de lui, à quelques dizaines ou centaines de mètres de son domicile, il pourrait constituer l'œil de Moscou, comme on le dit, mais pourquoi pas? Il faut s'en débarrasser. De la même manière que chaque jour, il essaie de reformer son armée. Et il arrête des personnes qui pourraient vraiment lui faire de l'ombre. Où est Katanga? Où est Kwacha Gnassingbé? Où est Madjoulba? Il faut se poser la question. Toutes ces personnes sont où? Soit elles sont incarcérées, soit elles sont mortes. C'est tout. Donc, à un moment donné, si IB, lui, il est hanté, parce que ce n'est pas la première fois que le Burkinabé nous parle de tentative de coup d'État, hein. Et apparemment, ce n'est pas la première fois qu'il demande à ce que cette personne soit extradée. Et depuis décembre 2025,
il n'a pas pu nous échapper qu'il y a beaucoup d'événements qui sont succédés. Entre le Bénin, qui regarde de mauvais œil le Togo, le Ghana qui apporte son soutien en hommes et en logistique militaire au Bénin, le Nigeria qui en fait de même, la Côte d'Ivoire qui emboîte le pas, et qu'aujourd'hui qu'on vienne dire que dans cette tentative encore, la Côte d'Ivoire serait citée comme étant protagoniste, je pense que partant, quel que soit ce qu'on peut présenter à Faure Gnassingbé, il pourrait se dire que soit cette fois-ci c'est vrai, mais si ce n'est pas vrai, peut-être qu'il faut anticiper en livrant Damiba. Ça fait déjà un écueil ou un obstacle en moins autour de lui. Donc il peut avoir intérêt. Alors, merci aussi par rapport à ces éclaircissements. Mais moi, je pense que dans ce genre de situation, si j'ai bonne souvenance, c'est parce que il y a une jurisprudence dans ce genre de choses. Parce que tout dernièrement, il y a un journaliste béninois qui a été extradé, Manu Militari de la Côte d'Ivoire, qui était d'abord exilé au Togo et ensuite invité sur un forum Abidjan, et dans la même journée, la nuit, dans son hôtel, il a été extradé, Manu Militari, au Bénin, parce que la demande a été faite par le gouvernement béninois. Vous voyez que déjà, quand ces genre de choses se passent dans l'espace CEDEAO, qui se veut être respecté, ou pour ne pas dire respectable, il y a ces genre de choses qui viennent parfois compliquer un peu certains arguments quand quelque chose de similaire se passe ailleurs. C'est parce que je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à ce que je suis en train de dire. Je vous comprends parfaitement. Voilà. Je vous comprends parfaitement. S'il vous plaît, ABC, c'est votre dernière question parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas et Maître doit aller se reposer, s'il vous plaît. Ouais, Alors, Maître, vous pouvez lui répondre et puis voilà. Et je pense qu'il n'a pas terminé. Il est en train de faire le rapprochement. D'accord. Oui. Oui, effectivement, merci. Parce que moi, je l'ai toujours dans cette lecture politico-juridique encore. Parce que aujourd'hui, si on posait la question clairement, est-ce que le Togo a le droit d'extrader Damiba? La question quelque part, on dira oui. Et ça serait une analyse ambivalente, le oui et le non. Maintenant, moi, ma question, pour clôturer, comme on me le demande, je pense que sur le devoir d'extrader le Togo est-il réellement tenu d'extrader Damiba sur le plan juridique et sur le plan humain? Parce que après tout, il faut, puisque vous venez de le dire, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Non, pas les États. Je parle des dirigeants d'État. Parce que s'il faut parler de l'État togolais, ici, moi, je ne vois aucun intérêt en ce qui concerne l'État togolais. Plutôt les intérêts des dirigeants, à mon sens. La petite nuance. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, le gouvernement togolais agit selon l'ossature de tout ce qui se passe autour de son pouvoir. Et en fonction de ça, on peut se dire, pour se protéger en quelque sorte, si je ne m'abuse pas dans mes propos, ils vont vouloir s'acoquiner avec ceux de l'AES. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si il doit y avoir une protection quelconque vis-à-vis du Togo, s'il y a une attaque ou bien s'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, je pense que le Togo aujourd'hui, ils sont dans une situation un peu plus complexe. Et c'est vrai que c'est un gouvernement qui ne communique pas aussi beaucoup sur pas mal de choses pour pouvoir édifier des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ces remises en cause, tous ces remises en question et tous ces questionnements font surface ou bien voilà. Parce que déjà, on ne sait pas, c'est parce qu'effectivement, le Burkina a présenté des gens qui ont fait des allégations comme quoi ils sont complices, ils ont reçu des sous, ils ont fait ceci et ça. Et si ce qui s'est présenté, on a vu ensemble et pas sur les médias, dans ce cas, moi, je dirais que le Togo ne voulait pas être considéré comme un sanctuaire d'impunité pour les poutistes. C'est ce que je me suis dit. Hein. Ok, d'accord. Je vous réponds de manière très claire. Vous connaissez bien le Togo, j'espère. Est-ce que vous voyez des dirigeants togolais comme des gens responsables qui ont vraiment cette carrure-là qui leur permet de penser à l'image et à la valeur du Togo? Comme quoi le Togo n'est pas le sanctuaire des coups d'État. Sachant que nous avons été les premiers à avoir inauguré
le premier coup d'État sanguin avec effusion de sang. Le 13 janvier 103. Et on n'a pas terminé. Quand il fallait faire et instituer la dynastie, mais nous avons été, après que au Congo, cela a été fait en janvier 2001, au moment où Laurent Désiré Kabila était décédé, quelques 4 ans après, en février 2005, nous avons été aussi des précurseurs en la matière. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quand vous êtes deux, que vous allez à la même école, que vous êtes éduqués à la même valeur, et que l'un fait la bêtise, que vous allez dire, mais puisqu'il a fait une bêtise, je peux aussi en faire de même et justifier ma bêtise par la sienne. Un peu du genre, vous allez à un examen, vous sortez de là, vous deux, vous échouez, et quand vous demandez si vous avez réussi ou pas, et que vous dites, non, l'autre aussi a échoué. Alors que la question c'est, est-ce que vous avez réussi? Une manière de dire que si le Togo est parti à un accord qui a été signé et ratifié, il faut le respecter. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a pu être défaillante avec le Bénin sur la question d'un Béninois qui était journaliste que partant, le Togo va faire de même. Et par ailleurs, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'État, je précise bien, de l'État togolais, donc de tous les Togolais, que d'extrader Damiba vers le Burkina Faso. Qu'il soit à Lomé, à Kara, à Niantougou, ou je ne sais où, sur le territoire togolais, nous, on n'en a que faire. Il est là, il est là. Donc, c'est le seul intérêt du dirigeant togolais, avec tout ce qu'il fait comme affaire, de manière mafieuse ou non, avec les autres. Nous, on n'a rien à voir avec cela. C'est leur cuisine interne, ça. Le Togolais, lui, il s'en fiche, en fait, concrètement. Donc, qu'on dise que peut-être que c'est l'intérêt de l'État togolais que de ne pas servir de base arrière pour des putschistes, d'abord, encore faut-il que le putsch avéré, et qu'il soit avéré, le putsch allégué soit avéré, ça c'est d'un, et que de deux, que ce soit vraiment dans l'intérêt de l'État togolais que de se débarrasser de Damiba. Dans les deux cas, personnellement, moi, je ne crois pas. Merci beaucoup, maître. Tout est bien clair. Merci beaucoup. Donc, Tabron. Ouais. Je crois que Africa, vous avez eu ABC. Je crois que vous avez eu beaucoup de réponses à vos questions, j'espère. Bien sûr, c'est vrai que oui, effectivement, mais j'ai beaucoup de questions prochainement aussi. Je passerai. Écrivez-les. Une autre fois. Une autre fois. Ou alors, faut demander gentiment à maître s'il peut encore prendre une dernière question. Vraiment une dernière, hein. La toute dernière. Laissez-le, parce que je pense, laissez-le poser encore une question. Je crois qu'il a assoiffé de... La toute dernière, ABC. Allez, allez-y. Alors, moi, merci pour l'opportunité encore. Moi, ma question va se tourner autour des limites juridiques à l'extradition. Parce que je me dis, la procédure apparaît, selon moi, comme une justice politique de vengeance. Est-ce que maître, c'est la même chose aussi que vous, à votre niveau? Vengeance de qui? IB ou vengeance de Faure Gnassingbé? Parce que dans les cas, je vous vois venir, dans les deux cas. Vengeance de IB, au cas où il voudrait prendre sa revanche sur Damiba, sur leur passé entre eux. Et vengeance peut-être de Faure Gnassingbé à l'égard, peut-être de la Côte d'Ivoire. Dans les deux cas, ça rejoindra mon raisonnement depuis le début, comme quoi ce sont des intérêts communs qui sont rencontrés dans les deux cas. De mettre à l'abri Damiba, c'est tout. Le reste, en fait, tout ce qui se dit comme détail, à mon sens, ne sert à rien, sinon que pour mettre la poudre aux yeux des personnes. C'est tout. Pour l'extradition, là, elle est illégale. Au regard du droit international. Alors, si c'est illégal, elle l'est. Parce que on ne peut pas renvoyer une personne vers un pays pour une infraction pour laquelle elle encourt la peine capitale. Rien que pour cela, elle est illégale. Et quand on revient sur le plan procédural encore, le fait que ça, par contre, ça mérite d'être vérifié si c'est vrai ou faux, en tout cas, hein, qu'il n'ait pas été assisté par un avocat selon les dires, là déjà aussi, ça met en cause beaucoup de choses. Sinon, ne serait-ce que pour le fait que on vient le chercher pour une infraction pour laquelle il encourt la peine capitale, à mon sens, déjà, même si on se fie à cela seul, la procédure n'est pas bonne.
Dans ce où l'exil est devenu une garantie d'humilité. ABC, merci beaucoup. Ça va. Mais monsieur, ça va. Une autre fois dans votre journal, hein, vous pouvez inviter Maître Agba. Hein. Non, vous pouvez revenir ici et on va faire suivre chez SNI. On va inviter le grand frère une autre fois avec d'autres grands frères. Avec d'autres sujets, si vous voulez. Table ronde. Ok. Grand frère. Mais ABC, bien, Grand frère, vous m'avez appelé? Non. Non, c'est pas Marcel? grand frère. Oh, j'ai entendu table ronde. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez appelé. Ah, c'était le grand frère Marcel, mais il a rééteint son micro. D'accord. S'il vous plaît, ABC, je crois que vous avez eu beaucoup de temps avec Maître. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent sur le panel et merci beaucoup. Hein? Merci. S'il vous plaît, voilà. s'il vous plaît. Je vois que vous êtes très intéressés par les réponses de Maître Agba, c'est vrai, mais merci beaucoup. Vous allez suivre le reste du live avec les autres qui auront aussi des questions assez pertinentes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Oui, vas-y, Dadanier. J'ai fait monter le panafricain qui relance cette demande depuis le début du live. Donc, je me dis que forcément, il y a quelque chose de très important à nous dire. Voilà. Alors, le panafricain, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Je tiens à nous dire tous merci pour les efforts que nous consentons pour le bien-être de l'Afrique. Je vois que le Togolais toujours se sent concerné de l'affaire d'autrui, c'est-à-dire de tous ceux qui sont africains, les Togolais se battent pour eux, pour que le bien-être soit dans le quotidien des autres. Mais nous, on ne sait même pas si nous vivons. Quand nous prenons l'exemple de nos amis de l'AES aujourd'hui, on considère notre pays comme étant une route qui mène à la rivière, qu'il faut emprunter pour aller chercher de l'eau à la rivière. Du coup, on ne se dit même pas qu'il y a des gens qui existent. S'il y a quelqu'un qui veut monter, écrivez dans les commentaires, je veux monter, s'il vous plaît. Merci. Okay. Les problèmes que rencontrent les Togolais ne sont pas vus par les autres dirigeants. C'est vous avez une question? Bon, j'aime pas trop de questions, mais ma question peut-être pourrait être comment nous devons faire pour conscientiser le peuple togolais? Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est le nationalisme qui domine un peu partout. Maintenant, nous, en tant que Togolais, comment nous devons faire pour sortir des jours dans lesquels nous sommes? Mais nous sommes en train de conscientiser. Ce que nous faisons, comment ça s'appelle? Oui, je ne refuse pas, je n'aime pas dire le contraire. Bon, ok. Au fait, je comprends. Au fait, le panafricain, je pense qu'il est monté pour apporter son petit plus à tout ce que nous sommes. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Et voilà, je pense ça. Et il a laissé une question. Je pense qu'il va descendre et puis, d'une manière ou d'une autre, le Maître Agba va lui répondre. Merci beaucoup, grand frère. Oui, merci. En fait, le panafricain a apporté sa pierre à l'édifice en essayant de faire part d'une observation. Comme quoi, le Togolais a été celui qui s'est toujours intéressé à la cause de l'autre. Quand je parle de l'autre, en fait, les nationaux des autres États. Sauf que ceux-là ne viennent pas à son festin, dans le but de faire semblant au moins de l'aimer. Ça n'a jamais été le cas. Et de ce fait, il se demande comment on peut faire de telle sorte que les nôtres deviennent de plus en plus nationalistes. Ils le sont. Et comment faire pour conscientiser? C'est ce que nous sommes en train de faire justement là. Et d'ailleurs même, je ne peux que tirer mon chapeau à vous tous ici réunis parce que je vous vois toujours vous saisir des lives, faire des heures et des heures de conscientisation et je vous tire mon chapeau là-dessus. C'est un travail que vous devriez continuer parce que vous le faites de manière inlassable et ça paye parce que les gens comprennent. Ça, c'est un point. Et l'autre point sur lequel je m'inquiète, c'est que nous avons passé le clair de notre temps pendant au moins 3 années à nous intéresser aux gens de l'AES. Si bien qu'à un moment donné, même nous étions divisés. Nous le sommes encore toujours d'ailleurs. Les gens sont là,
Souvent même quand on parle de IB, on a l'impression que c'est le voisin du palier. Quand on parle du Malien, le colonel Asmi Goïta, on a l'impression que c'est un camarade de classe. Quand on parle de Tiani, encore moins, mais toujours dans une certaine ferveur qui fait qu'on a mis de côté nos propres soucis togolais. Alors que Dieu seul sait que nous souffrons plus que ces gens-là. Alors, moi je demande une chose à tout Togolais qui se croit comme tel et qui est animé par la fibre patriotique. C'est de comprendre que le Togo ne peut être sauvé que par les Togolais. Et que le Togo ne peut être sauvé qu'avec le moment où nous nous serions débarrassés de ceux-là qui dirigent le Togo. Et qu'il appartient aux Togolais de le faire. Ça, il faut le lui marteler chaque jour, même à chaque minute, que le Togolais, c'est lui seul qui est l'acteur, le metteur en scène et même le comédien le plus célèbre de sa propre scène. Et c'est à lui de faire le tout. Et quand il a fini, il lui appartiendra d'applaudir les siens et lui-même, en fait, sur l'exploit qu'il a réalisé. Et cet exploit, nous devrons le faire. Il ne faut pas attendre que cela vienne de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que ces gens ne nous aiment pas, mais ils ont leurs problèmes et qui plus est, ils ne s'intéressent pas à nous. Voilà. C'est tout. Shogel Kokala Maïga, même si aujourd'hui il subit des devoirs, rappelez-vous que c'était l'une des personnes qui avait laissé entendre qu'il a une admiration à l'égard du chef d'État togolais et que cette admiration, lui, pense qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années parce qu'il a connu le père et que le père était aussi valeureux que le fils. Comment vous voulez faire confiance à une telle personne? Et quand on se met à le dire, on nous dit que nous sommes des vendus, nous sommes des France-Africains, ainsi de suite. Mais on nous a même traités de nègres de salon, alors que ce n'est pas le cas. Qui ne veut pas la promotion de l'Afrique? Personne. Nous voulons tous que l'Afrique évolue. Mais si l'on pense que pour évoluer, il faut qu'on se serve de nous, Togolais, comme des marchepieds, alors là, je dis non et non. Merci beaucoup, grand frère. Dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui a une dernière petite question et puis voilà. Non, je pense pas, parce que j'ai bien regardé, mais il y a des gens qui j'ai des demandes, mais ils ont pas dit qu'ils veulent monter, tu vas voir. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent monter, donc voilà. Donc voilà, quoi, je pense que... Merci beaucoup, maître. Peut-être un mot de fin et puis nous on continue sur notre panel. Alors le mot de fin plutôt, excusez-moi, s'il y en a un que je dois vous adresser, très sincèrement, c'est de vous exhorter à ne pas baisser les bras. Parce que vous êtes en train d'abattre un sérieux travail. Nuit et jour, vous êtes branchés. Vous mettez de l'argent dans la lutte. Vous mettez vos énergies. Vous vous investissez corps et âme. Continuez ainsi. Faites le nécessaire. Ça finira par payer. Que ce soit tout ce qu'il y a de positif ou de négatif dans la vie, tout a une fin. Donc considérez que ce que nous sommes en train de subir comme odyssée avec nos problèmes togolais aura une fin. Et que si tout va bien et que nous tenons bon encore, la fin est très proche. Tout peut basculer du jour au lendemain. Soyons confiants, soyons surtout sincères et convergeons nos actions dans le but de faire du Togo l'or de l'humanité. Merci beaucoup. Merci, grand maître. Merci pour toute la considération. Merci pour toutes ces réponses qui ont été très édifiantes pour nous et qui nous ont assez éclairés pour la suite du combat. Merci beaucoup. Merci. Merci, grand frère. Je tiens aussi à vous dire qu'on a un petit frère ici, et Protocole, qui est aussi un juriste. Protocole, tu es juriste ou avocat? Tu es juge ou avocat? Mon cher maître, je te tire mon chapeau. Hein, D'accord. Mes considérations, mon frère. Ouais, saluez-vous à maître et puis voilà. On va se reparler tranquillement. Je te suis des fois. Je regarde dans ton profil et ton site. Je pense qu'on a fait pas mal de choses aussi ensemble. Je te ferai un courrier dans ce sens. Ok, ça marche. Ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Je vois qu'on a l'OADA en point commun, donc c'est bon. Ah oui, tout à fait. D'accord. Ben, il faut qu'on se contacte alors. Oui, je ferai un mail cette nuit en ce sens. J'ai votre adresse courriel. Ça sera avec grand plaisir, oui. C'est parfait. Ok, ça marche. Je tiens aussi à vous dire que Maître Agba est un Agba civil de Ferdinand. Donc, quand l'émission commence, si Agba ne partage pas, c'est Marcel Cody. Donc, nous sommes les deux à partager, à relayer les premières émissions de Ferdinandité. Donc, voilà. Tout à fait, c'est vrai, c'est une réalité, oui. C'est une réalité, tout à fait. Beaucoup. Tout à fait. Merci infiniment. Ouais, merci, grand frère. Merci, bonne nuit, dors bien. Bonne nuit à vous, merci beaucoup. Merci, grand frère. Merci.